et bienvenue dans notre nouvelle émission intitulée Le Grand Débrief de la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est la députée Renaissance Marjolaine Millet-Milfer qui est notre invitée pour débattre sur des sujets liés à la transition énergétique. Marjolaine Millet-Milfer, vous êtes actrice majeure de la transition énergétique. Vous faites partie de celles et ceux qui font bouger la rénovation énergétique. Vous êtes députée Renaissance dans la 10e circonscription de l'Isère, présidente de l'association d'utilité publique HQE-IGBC, et également vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. C'est ça, ça en fait. Hein, ça en fait, exactement. Et justement, j'allais vous dire, est-ce que tout est OK? J'ai rien oublié? Tout est bon? Oui, non, écoutez, avec plaisir. En tout cas, moi, j'essaie effectivement, dans plusieurs rôles différents, d'essayer de faire effectivement bouger les choses dans ce sujet que je suis maintenant depuis plusieurs années. Très bien. Donc, Marjolaine Millet-Milfer, quel est le rôle justement de cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale? Alors, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, c'est une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les députés aujourd'hui sont répartis en 1/8 dans chacune des commissions qui ont chacune des spécificités et des sujets qui vont travailler plus dans le fond. Dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, on traite, comme le nom l'indique, de développement durable et d'aménagement du territoire, de bâtiments, beaucoup, et puis d'énergie, d'aménagement du territoire, puisque l'énergie y est liée, et puis les questions de transport, de biodiversité, etc. etc. Donc voilà, c'est un des sujets très importants qu'on travaille. Très bien, donc pour reparler du concept du grand débrief de la transition énergétique, donc c'est un concept, si vous voulez, qui est là pour s'adresser à l'ensemble des professionnels qui se posent énormément de questions sur ce vaste challenge qui est celui de la transition énergétique, mais également ça peut aussi intéresser certaines personnes qui s'intéressent tout simplement aux défis de la transition énergétique, tels que des propriétaires de biens immobiliers, des syndics de copropriété, etc. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là, c'est pour répondre à certaines de leurs questions, et tout à l'heure on aura l'occasion d'avoir recours à une séquence qui s'appelle Face à un pro, où vous aurez 2 professionnels qui souhaiteraient s'adresser à vous pour vous poser quelques questions. Donc avant de passer à ces questions, on va faire un petit point sur les objectifs, notamment la loi du 17 août 2015 qui fixait cet objectif de bâtiments basse consommation pour tout le monde en 2050. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est vis-à-vis de cette loi ? Alors en fait, le sujet de la maîtrise de l'énergie, c'est un vieux sujet. C'est un sujet qu'on traite en fait pratiquement depuis les années 70 et puis la dernière crise pétrolière de cette période-là. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a créé l'ADEME, l'agence à l'époque de la maîtrise de l'énergie. C'est le ME de l'ADEME. Donc tous les sujets qui consistent à maîtriser l'énergie et à limiter la consommation énergétique des bâtiments, c'est des trucs qu'on traite depuis un certain temps maintenant. Et c'est vrai, avec des objectifs qui n'ont cessé de se renforcer au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui, l'objectif pour la France, dans les enjeux énergie et carbone, c'est de comprendre que le secteur des bâtiments, il consomme à peu près la moitié de l'énergie en France, l'énergie finale consommée, et il représente à peu près un quart des gaz à effet de serre. Donc ça fait quand même beaucoup sur les enjeux de transition énergétique. Tout à fait. Quand on sait aujourd'hui, pour bien comprendre le parc français, il est électrosensible, c'est-à-dire qu'on a beaucoup électrifié le chauffage en France, et il n'est pas très performant par rapport à nos voisins européens. On a mis des réglementations thermiques en place dans les années 70, comme nos voisins européens, mais elles étaient un peu moins performantes en France que chez nos voisins. Pour donner un exemple et une comparaison, on a mis en place les mêmes réglementations thermiques en 2012 que nos voisins suédois dans les années 70. C'est-à-dire qu'on a un parc qui est du coup plus énergivore en France, mais un peu moins carboné. C'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait exactement les mêmes problématiques que nos voisins. Et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu beaucoup cet hiver, où on parlait beaucoup de maîtrise de la consommation de l'énergie, de sobriété énergétique, il fallait mettre des pulls et couper ses chauffages autant que possible, eh bien, on a une problématique, c'est qu'on va avoir besoin d'électrifier beaucoup pour décarboner ce qui reste. Il faut savoir qu'en France, l'énergie consommée en France, elle est encore à 2/3 fossile. Donc si on veut pouvoir supprimer ces énergies fossiles du mix et donc décarboner complètement le mix énergétique, il va falloir qu'on utilise l'électricité. Et l'électricité, on en a besoin dans beaucoup d'usages. On en a besoin dans l'industrie, on en a besoin dans la mobilité et on en a aussi beaucoup consommé dans le bâtiment. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rendre l'électricité qui est aujourd'hui consommée dans le bâtiment aux autres usages énergétiques qu'on ne saura pas décarboner autrement qu'en utilisant de l'électricité.
Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une maîtrise très importante et une grosse performance des bâtiments. C'est pour ça qu'on vise le niveau BBC, bâtiment basse consommation, qui correspond très concrètement. Alors dans son ancienne version, le BBC visait 80 kWh par mètre carré par an. C'est un chiffre assez précis de consommation énergétique. Dans sa version renouvelée, le BBC, il intègre la dimension carbone. Comme dans les réglementations dans le neuf, on est passé de la réglementation thermique à la réglementation environnementale qui intègre la dimension carbone, mais c'est la même chose. Le BBC, il a suivi le même chemin. Il intègre aussi maintenant, comme dans le DPE, un double critère énergie et carbone. C'est le sens de l'histoire. Et donc, du coup, puis pour ce qu'on comptabilise sur le volet énergétique, on a un peu plus d'usage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus tout à fait les mêmes seuils, mais toujours le même objectif de sobriété énergétique est très important pour l'ensemble du parc d'ici à 2050. C'est déjà plus clair, je vous remercie. Justement, on va parler des énergies fossiles. On a une autre loi, autre texte, qui est celle de la loi énergie-climat de 2019, qui avait pour ambition, entre autres, parmi les nombreuses exigences de cet arrêté, la sortie progressive des énergies fossiles et la lutte contre les passoires thermiques. Aujourd'hui, où nous en sommes vis-à-vis de ces objectifs? Alors effectivement, en 2015, on disait c'était un objectif qu'on avait fixé dans la loi aussi en disant il faudra qu'on éradique les passoires thermiques. C'est logique et important parce qu'en fait les passoires thermiques, c'est à la fois là qu'on consomme le plus d'énergie et en même temps, ça touche les ménages les plus précaires, les plus fragiles. Résultat, du coup, c'est une cible très importante, à la fois sur le volet environnemental, énergétique, mais également sur un volet social. Donc ça reste une cible extrêmement importante. La problématique, c'est que depuis 2015, il ne s'était pas passé grand-chose finalement sur l'éradication des passoires thermiques. Donc du coup, on a toujours un Français sur 5 qui se plaint d'avoir froid chez lui, froid chez lui en hiver ou d'avoir trop chaud en été dans un bâtiment qui est d'une mauvaise performance. Donc ça reste une cible privilégiée. Et les objectifs, si vous voulez, des investissements financiers de l'État autour de la rénovation énergétique dans les dernières années, on a transformé le crédit d'impôt transition énergétique en MaPrimeRénov'. L'objectif de cette transformation, elle était double, c'était de faire en sorte que dans le crédit d'impôt, même si c'était adressé à tout le monde, en réalité, c'était surtout les ménages les plus aisés qui en bénéficiaient. L'objectif avec MaPrimeRénov', c'était de recentrer vraiment sur les ménages modestes et très modestes. Donc on a eu un glissement, les aides, elles sont allées plutôt sur les ménages qui en avaient le plus besoin. Deuxième facteur, le crédit d'impôt, vous aviez les moyens l'année d'après. Sur MaPrimeRénov', les aides, elles sont censées être versées tout de suite. Alors quand je dis tout de suite, c'est quelques semaines de délai, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que le crédit d'impôt qui demandait l'année d'après. Et donc tout ça doit permettre à ce que les ménages les plus modestes, en situation de précarité énergétique, puissent faire leurs travaux. Et c'est pour ça qu'on a un ciblage particulier sur ces ménages. Très bien. Justement, un dernier point sur les objectifs, celui sur les énergies renouvelables. Où se situe aujourd'hui la France en matière d'énergie renouvelable vis-à-vis de ses voisins européens? Alors, la question du développement des énergies renouvelables, en France, on a l'histoire nucléaire française, qui fait qu'aujourd'hui, on a une énergie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est plutôt décarbonée par rapport à nos voisins européens. Le mix énergétique français, il a une électrique en grande partie nucléaire, et donc du coup, sur ce volet-là, ça a sans doute freiné le développement des ENR en France par rapport à nos voisins européens. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce retard-là. On met beaucoup l'accent sur le déploiement. En début d'année, autour du mois de septembre, on avait un texte de loi sur l'accélération des énergies ENR. Et en fait, là-dessus, c'est aussi important qu'on travaille autant d'ailleurs sur les ENR électriques que sur les ENR thermiques. C'est deux sujets. On oublie souvent les ENR thermiques. Mais c'est vraiment toutes les contributions aujourd'hui renouvelables qui sont importantes dans le mix énergétique français. On a par exemple un plan géothermique assez ambitieux. Très bien, donc on peut dire que vis-à-vis de ses voisins européens, la France se situe néanmoins en bonne position. Ouais, en tout cas, c'est plus quelque part un retard à l'allumage. À l'image, oui. Et on a tendance aujourd'hui à rattraper ce retard. Absolument, et à grande vitesse. Très bien. Donc on va parler du fameux label RGE, donc c'est sans transition, qui veut dire bien entendu reconnu garant de l'environnement. Donc aujourd'hui, vous savez, lorsque vous faites un certain nombre de travaux assujettis à des aides telles que vous venez de le dire tout à l'heure, MaPrimeRénov', vous êtes dans l'obligation de passer par une entreprise qualifiée RGE. Oui. Et très récemment, notre président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il fallait augmenter significativement le nombre d'entreprises qualifiées RGE. Or aujourd'hui, vous avez que très peu de sociétés accréditées pour qualifier ces entreprises RGE. Donc il n'y a pas on n'est pas un peu à contresens
C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'Emmanuel Macron tout à fait légitime et louable d'augmenter significativement ce nombre d'entreprises RGE, mais d'un autre sens, on ne peut pas en qualifier, si vous voulez, autant que notre président le souhaiterait. Oui, alors en fait, moi je suis moins inquiète que ça sur le RGE. En fait, le nombre d'entreprises RGE, il a fluctué dans le temps. Et souvent, il fluctue en fonction de quoi? En fonction des travaux qui sont aidés par le dispositif RGE. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez besoin d'être RGE quand il y a des aides de l'État pour aider un sujet. Et quand un sujet est aidé ou n'est plus aidé, du coup, les artisans voient un intérêt ou pas d'intérêt à être reconnus RGE finalement. Donc ça, c'est un premier point d'élément. On a vu que ça a fluctué dans un sens, ça peut fluctuer dans l'autre, on saura le faire. Par contre, ce qui est important de voir aussi, c'est aujourd'hui, c'est quoi qu'on essaye de faire à ce label RGE. Le label RGE, c'est un label de confiance pour les ménages. Le but du jeu, c'est que quand ils se disent l'entreprise est RGE, ils doivent pouvoir se dire je peux aller faire mes travaux en toute confiance, je ne serai pas inquiété, ça va bien se passer. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire que le RGE garantit ça à tous les coups? Pas vraiment. On a des gens qui fraudent au RGE, on a des problématiques de non-qualité sur le RGE qui sont réelles, on lutte contre. Et donc du coup, on a aussi des fraudes administratives au RGE. Donc aujourd'hui, on a des artisans qui sont installés dans les territoires, qui travaillent bien, qui ont une qualité de travail qu'ils veulent voir reconnaître, dont ils trouvent parfois que le RGE ne reconnaît pas suffisamment leur qualité d'installation de travail et que des fois le RGE a une vision un peu trop administrative de la qualité de l'entreprise et que du coup ça pénalise ceux qui ne seraient pas très bons sur l'administratif mais qui seraient très bons dans leur métier. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut quand même travailler et entendre les retours qui sont faits. Et dans le même temps, vous avez vraiment des entreprises mafieuses qui aujourd'hui font du détournement autour du RGE, qui sont les rois du monde pour faire de l'affichage administratif, comme quoi ils font toutes les choses très bien et qui en fait, il n'y a pas de travaux derrière ou des travaux de très mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail qui est mené pour essayer de rendre ces RGE plus qualitatifs pour tout le monde. Il y a des contrôles, mais aujourd'hui, ces contrôles, ils ne contrôlent pas forcément les mêmes sujets au même moment. Donc un des trucs que moi je pousse en tant que parlementaire, c'est de faire en sorte que, de la même façon qu'on essaye de rendre les choses simples pour les gens en leur disant il faut qu'ils aient un dossier unique MaPrimeRénov' pour qu'ils aient toutes les aides à un même endroit, c'est vrai que ce serait plus simple, et bien de la même façon, on se dit que pour les artisans, il faudrait qu'ils aient un contrôle unique de leurs travaux avec une vision où des entreprises de contrôle pourraient agréger leurs contrôles pour que plutôt qu'on ait un chantier contrôlé 6 fois pour regarder 6 trucs différents, soit contrôlé une fois et on vérifie tout en même temps. C'est justement l'objet de la question de notre séquence Face à un pro, mais juste avant d'aborder cette question, le frein principal finalement lié à ce label RGE, c'est qu'il n'est plus possible pour le comité français d'accréditation qui accrédite en fait ces sociétés qui vont qualifier des entreprises RGE, ce n'est plus possible pour le COFRAC d'accréditer d'autres sociétés parce que le RGE est basé sur une norme qui est expérimentale, donc qui au final ne permet pas, de par son côté expérimental, d'agréer d'autres sociétés parce qu'elle n'est qu'expérimentale. Donc est-ce que le premier frein finalement à lever, n'est-ce pas cette problématique liée à cette norme expérimentale ? En fait, c'est ce que je vous disais, je crois qu'on essaie de faire trop de choses différentes au RGE en même temps. Et en ce moment, il y a un vrai besoin de refondation de cet outil. Ça doit être un outil de confiance pour tout le monde. Ça doit être un outil de confiance pour les ménages qui sachent, encore une fois, que quand ils font appel à une entreprise RGE, ils pourront travailler en confiance, que l'entreprise, elle est qualifiée, qu'elle fera les travaux qui seront sérieux et qu'il n'y aura pas de soucis. Et en sens inverse, et puis qui sont compatibles avec les enjeux environnementaux. Cette question du conseil de l'entreprise RGE est importante. Et dans le même sens, il faut que ce dispositif RGE, il donne aussi confiance aux artisans. On a eu énormément de critiques qui viennent directement des artisans eux-mêmes, qui peuvent dire parfois que c'est une forme de taxe faite par l'État pour distribuer des aides ou des visions un peu... Et ça, on se dit que s'ils ont ce ressenti du RGE, évidemment, ils ne vont pas aller massivement passer leur certification, oui, parce que leur labellisation. c'est vrai qu'au niveau de la confiance du RGE, on parle souvent de la confiance du consommateur, mais c'est vrai que... C'est les deux côtés. Les professionnels doivent aussi avoir confiance dans le fait que l'outil leur est utile dans leur métier et que ça soit une qualité reconnue en fait quand ils sont RGE. Typiquement, si vous êtes contrôlé 6 fois plus quand vous êtes RGE que quand vous ne l'êtes pas, les gens vont me dire moi je ne vais pas me mettre RGE. Si je serais moins contrôlé, je serais moins emmerdé. C'est justement l'objet de notre séquence Face à un pro. Quelques questions concernant le RGE.
Mieux qu'un label entreprise, peut-on reconnaître la qualité, la conformité des chantiers différemment? Selon moi, la rénovation énergétique est un axe prioritaire et seulement 60 000 entreprises ont fait des démarches pour être qualifiées et reconnues RGE. C'est bien trop peu pour imaginer qu'on puisse massifier les travaux tels que c'est attendu par les pouvoirs publics. Alors, pour accélérer cette rénovation énergétique, peut-on considérer que d'autres entreprises, voire même des particuliers en autoconstruction, puissent rénover des maisons tout en respectant les règles d'art? Et pour ce faire, est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y ait toutes les entreprises, d'ailleurs, les 500 000 autres, ou peut-être un peu moins, qui puissent réaliser ces chantiers, moyennant, bien évidemment, un contrôle in fine, c'est-à-dire une inspection réalisée par un organisme accrédité par le COFRAC? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est un sujet sur lequel on a travaillé. Est-ce qu'il faut labelliser les entreprises a priori et donc leur faire confiance parce qu'elles ont le label d'entrée quelque part, comme quand on part du principe qu'on a un diplôme. Une fois que vous avez votre diplôme, après on va partir du principe que vous savez faire votre métier, donc du coup on ne vient plus vous contrôler après l'obtention du diplôme, c'est un peu le principe. Ou alors au contraire, de regarder si on peut travailler directement sur la vérification du chantier lui-même. C'est un peu cette réflexion-là qui était à la base du RGE par étapes. Je ne sais pas si, Tout à fait, oui, si ça vous parle. Oui, c'était il y a quelques années, Voilà. RGE par étapes. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, on avait des entreprises qui nous disaient oui, mais on ne fait pas assez de chantiers dans l'année pour venir s'emmerder avec tout le process du RGE concrètement. C'est ça. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est pas faux. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir les process d'intégration dans le RGE en étapes, c'est-à-dire que l'entreprise fait son chantier directement. Le chantier est évidemment vérifié à chaque fois, puisqu'il n'y a pas de chantier historique pour savoir qu'ils ont bien travaillé dans le passé. Donc le chantier est vérifié. La deuxième fois qu'il fera un chantier de la même façon, le chantier sera à nouveau vérifié. Et en fait, du coup, de cette façon-là, il pourra obtenir le RGE par étape directement. C'est un peu comme le permis de conduire. C'est ça. Vous avez l'examen du permis de conduire a priori. Après, on part du principe que vous savez conduire. Ou alors, vous Voilà. avez la conduite accompagnée. Voilà. Et donc, c'est un peu le RGE accompagné. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce professionnel si on veut vraiment, en une seule phrase, lui synthétiser une réponse claire et objective? Eh bien, j'ai envie de dire que la vie des entreprises, elle n'est pas si stable que ça. Vous pouvez avoir une entreprise qui est très sérieuse en 2019 et elle a deux de ses collaborateurs qui s'en vont. Ils vont embaucher deux nouveaux collaborateurs dans l'entreprise et là, la qualité des travaux va se dégrader parce qu'en fait, les deux personnes qui sont intégrées dans l'entreprise, elles ne travaillent plus exactement comme c'était travaillé avant. Et quand on sait les tensions qu'on a dans la main-d'œuvre en ce moment, voilà, c'est pas forcément de la science-fiction, je vous raconte. Tout à fait. Donc du coup, avoir une vision de se dire on va contrôler les entreprises a priori et plus rien faire après, ça n'a pas de sens. Mais de la même façon, est-ce qu'il faut aller contrôler chaque chantier? C'est cher, c'est peut-être chronophage. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? C'est pas sûr non plus. Donc on essaye de trouver des moyens termes. Je crois que c'est ce qu'ils essayent de faire avec le RGE, avec les logiques de contrôle. On contrôle de manière plus régulière les chantiers dont on sait qu'ils sont sensibles aux problématiques de fraude ou de non-qualité. Donc on contrôle plus régulièrement là. Des activités qui sont moins sensibles, dans lesquelles on constate moins souvent de fraude, on espace les échéances de contrôle. On essaye aussi de déclencher des contrôles sur faisceaux de signalement, c'est-à-dire qu'on a des remontées du terrain quand ça se passe pas bien. Sur 2 ou 3 signalements sur une même entreprise, par exemple, ça peut déclencher un contrôle et renforcé. Oui, et en plus pas un contrôle forcément punitif, parce que parfois il peut y avoir des choses qui se passent pas bien. Mais c'est tout à fait involontaire, on est d'accord, hein, il n'y a pas que des entreprises qui fraudent. Hein. C'est ça, exactement. Et des fois, une erreur de qualité sur un sujet, sur un truc, on intervient, on dit non, écoutez, il faut mieux faire comme ci et mieux comme ça. Ah c'est super, on a finalement formé à l'occasion du chantier et du problème détecté. Et l'entreprise, finalement, elle va progresser dans une logique de qualité. C'est à ça aussi que ça doit servir le RGE. Ça ne doit pas être juste une vision de sanction ou de droit à avoir des aides pour ses clients. Ça doit être aussi un outil qui doit aider les entreprises à grandir et aller vers plus de qualité. Et quand je dis plus de qualité, ce n'est pas seulement la qualité métier, mais c'est aussi la vision 360 du chantier qu'il va falloir intégrer de plus en plus maintenant qu'on va vers des logiques de rénovation globale. Tout à fait. Autre sujet, autre filière, on va parler des diagnostiqueurs immobiliers. Diagnostiqueurs non barbares, mais pas si barbares que ça. Finalement, parce qu'ils sont aujourd'hui en amont de la construction, on a vu leur responsabilité, leur rôle propulsé sur le devant de la scène avec tous ces objectifs de décarbonation d'ici 2050, notamment avec l'audit énergétique. Bien sûr. Et le diagnostic de performance énergétique. Donc cette profession trop souvent malheureusement décriée, quel est le regard que vous portez sur cette filière ? Beaucoup de reconnaissance à la filière parce que comme vous l'avez dit, moi je travaille sur ce sujet, je vous l'ai dit depuis 2017.
Ça veut dire que moi, j'étais sur les bancs de l'Assemblée quand on a parlé de l'opposabilité du DPE. Le fait de rendre ce DPE opposable, ça veut dire très concrètement que celui qui va faire le diagnostic, il va être comptable de ce qui rentre derrière comme résultat. Et si après, dans la transaction immobilière, on se rend compte qu'il y a un écart entre deux diagnostics, on va pouvoir de revenir sur le vendeur en disant « vous m'avez vendu un bien qui n'était pas qualitatif » et on pourra se retourner sur le diagnostic. Jusque-là, ce n'était pas possible et le vendeur n'avait aucun moyen, était démuni, si ce n'est que d'aller chez l'organisme certificateur du diagnostiqueur qui, lui, n'est absolument pas compétent. C'était vraiment un problème parce qu'on nous disait, en gros, je peux faire mon DPE avec un coup de fil et avec le même coup de fil, je peux demander qu'il me change la lettre énergétique. Donc, quand on était censé faire un rétro-planning du traitement des bâtiments pour arriver à terme à 2050 à un niveau A et B, parce que c'est ça qu'on vise, 2050, tous les bâtiments de France devront être au niveau A ou B. Enfin, je veux dire, c'est ça quand même qu'on cherche à viser. Mais on se rend compte qu'il va falloir travailler sur, petit à petit, échelle par échelle, remonter l'échelle du DPE finalement. Et donc, c'est ça qu'on s'est employé à faire avec la loi, en disant qu'il fallait avoir un outil fiable pour faire ce travail progressif d'amélioration du parc en commençant par le bas. Donc, un DPE fiable, vraiment robuste. Voilà. Donc, une feuille de route a été mise en place pour fiabiliser justement ces dispositifs. Ensuite, en plus, le DPE, il a fait la même chose que la RE 2020, etc. Il a intégré la dimension carbone au milieu de ça. Donc ça, c'est venu créer un petit peu d'instabilité dans le nouveau DPE. Il y a eu un petit peu de calage sur cette nouvelle méthodologie à cause de l'intégration notamment du carbone. Donc voilà. On a abandonné le DPE sur facture pour avoir vraiment un DPE qui se concentre sur la performance du bâtiment et les éléments qui sont des éléments très concrets de la qualité du bâti. Donc tout ça, ça vise à se créer un thermomètre, si vous voulez, qui soit fiable, qu'on sache quand est-ce que les bâtiments ont la fièvre ou pas. Ouais. Ça, du coup, ça ne peut pas être fait sans une filière derrière qui accompagne ce mouvement-là, qui soit capable de mettre en œuvre. Donc ça, c'est la vraie difficulté qu'on a. J'avais rencontré en 2017 la filière qui me disait, mais nous, on n'est pas encore prêts aujourd'hui à prendre la pression d'être ceux qui vont condamner aux travaux un bâtiment. Lorsque je parlais tout à l'heure de l'alpha et l'oméga d'une transaction immobilière, aujourd'hui c'est l'alpha et l'oméga de la transition énergétique parce que le DPE aujourd'hui conditionne l'audit énergétique. C'est-à-dire si je suis classé F ou G, voire E en 2025, je dois faire en plus de ça un audit énergétique qui va beaucoup plus loin qu'un DPE parce que en plus de ces préconisations, je dois chiffrer ces préconisations. Le DPE c'est la photo, l'audit c'est le parcours. Donc l'idée c'était d'avoir une vision effectivement photo là où on sait qu'on est dans les cas, on parlait des passoires thermiques tout à l'heure qu'il faut éradiquer. L'idée c'était de se dire bon, on part de la photo là où il y a du travail à faire. Ensuite on ne dit pas aux gens simplement pas de chance, vous êtes dans la situation où vous êtes FG et vous ne pourrez plus louer demain. On va leur dire pour sortir de ce statut de passoire, voilà les étapes qu'il va falloir réaliser. Et on sait qu'en plus les travaux sont de plus en plus performants, moins ils ont d'étapes. Si vous avez trop d'étapes, vous perdez de la performance à chaque étape. Donc le but du jeu, c'est d'essayer après de grouper les travaux le plus vite possible. Juste avant, vous avez manifesté un profond respect pour ces acteurs et cette filière. Mais n'est-ce pas une responsabilité trop écrasante d'avoir donné, non pas le fait de donner ces nouvelles missions, mais de la donner d'un coup, cette responsabilité quasiment du jour au lendemain, à dire maintenant votre DPE va être premièrement opposable, bien que ce soit une très bonne chose, mais c'est sur la rapidité de l'action, si vous voulez. Vous allez être opposable, vous allez, si vous êtes classé FG, vous allez devoir faire un audit et vous allez faire aussi cet audit. Ensuite, dans les audits, on a aussi bien des audits incitatifs que réglementaires. Il y a des audits qui vont être utilisés pour justement avoir recours aux dispositifs de type MaPrimeRénov'. Donc, si vous voulez, c'est la rapidité que cette écrasante responsabilité est venue s'intercaler sur leurs épaules. C'est cette rapidité aujourd'hui sur laquelle je vous questionne. Ça n'a pas été trop rapide finalement. Alors, le problème, c'est que ce rythme rapide, c'est le changement climatique qui nous l'impose. Le rythme du rétro-planning jusqu'à 2050 pour tenir les objectifs climat, et personne ne conteste les objectifs 2050 climatiques, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut agir pour la planète, vous avez raison, il faut agir pour le pouvoir d'achat des gens, etc. Tout le monde est d'accord sur l'objectif, sauf qu'après, le rétro-planning, c'est le temps qui nous reste pour traiter le nombre de bâtiments qu'on a en France, pour amener à la fin la totalité du parc en A et B. Là, on part de sortir les F et G, les passoires thermiques. Ça représente un volume important, mais ce n'est pas la part la plus importante du parc. Le plus important du parc, c'est le D et le E. Absolument. Donc, vous savez que le plus gros du gâteau, il est devant nous. Il arrive. Et ouais. Donc là, aujourd'hui, ça fait depuis 2015 qu'on parle de traiter les passoires thermiques. Depuis 2015 et même avant,
parce qu'on en parlait déjà avant. Et en fait, on ne s'est pas mis à bouger sur ce sujet-là. Donc pour Aujourd'hui, schématiser, pour on n'a parler plus le un choix. peu familièrement, on se fait la main un petit peu sur le FLG, qui n'est pas la majorité, C'est pas pour qu'on être se fait la prêt main. finalement. C'est pas qu'on se fait la main, c'est qu'en fait, le FG, c'est les premières marches d'un escalier qui doit nous amener jusqu'au A ou B. C'est ça. On est sur les premières marches de l'escalier. Donc, il va falloir monter tout le reste. Et donc, du coup, oui, ça fait beaucoup à traiter. Quand on discute avec les acteurs de la FNAIM, par exemple, ils nous disent « Mais Madame la députée, vous vous rendez compte les volumes de bâtiments qu'on va devoir traiter avant 2025-2028 ?» Et je leur dis « Oui, c'est vrai. Mais moi, vous négociez pas avec moi. Vous négociez avec le changement climatique et le changement climatique, il ne Exactement, négocie pas. tout à fait. Donc, on n'a pas le choix. Ce qu'on fait ensemble, c'est de se dire de quoi on a besoin pour y arriver. Moi, j'ai confiance dans cette filière. Elle s'est structurée de manière extrêmement forte dans les 5 années qui ont passé. Et elle va continuer à se structurer parce qu'elle est motivée. Elle a envie d'avancer. Et aujourd'hui, elle a une écoute pour qu'on l'aide à se renforcer. Donc, il faut qu'on travaille main dans la main parce qu'on a absolument besoin d'elle. Et ce qui est vrai pour la filière des diagnostiqueurs est complètement vrai pour la filière des bâtiments. En l'espace pareil de 5 ans, moi je suis ces sujets que depuis 2017, mais j'ai bien vu la pression qui est faite sur le secteur. L'intégration de la RE 2020 et l'intégration du carbone, c'est une révolution. Vous parlez d'économie circulaire, on a mis en place la responsabilité élargie des producteurs. L'économie circulaire, c'est une autre révolution. Vous ajoutez le fait que petit à petit, on va arrêter de lutter contre le changement climatique pour possiblement commencer à s'y adapter de plus en plus. Ça veut dire qu'on va intégrer le confort d'été, qu'on va poser des problématiques d'eau, etc. Bien sûr que tout ça, ça va se presser et ça va venir mettre en contrainte le secteur. Et on ne peut pas lui freiner. Justement, il y a eu une vraie prise de conscience des pouvoirs publics concernant cette filière qui a souhaité la faire monter en compétence, la fiabiliser à juste titre. Donc, il y a justement un arrêté qui va très prochainement sortir, très probablement cet été, pour une mise en application au mois de juillet de qui a l'année d'ailleurs prochaine. été co-construit avec la filière. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est pas ce qui est contesté, mais aujourd'hui, lorsqu'on lit ce projet d'arrêté, on se rend compte qu'il y a un renforcement significatif des compétences, des moyens de certification de ces auditeurs et diagnostiqueurs, mais est-ce réellement bien suffisant ? Parce que lorsqu'on parcourt ce projet d'arrêté, on voit qu'il n'y a aucun rempart contre la fraude. Tout à l'heure, on parlait de la fraude liée au label RGE, mais il y a également de la fraude qui est certes minoritaire dans le diagnostic et l'audit énergétique, mais qui tend, d'après les retours terrain qu'on a, qui tend à progresser. Mais bien sûr, parce qu'en fait, quand on crée un goulot d'étranglement, ça a été pareil avec les C2E, que vous avez une filière qui devient essentielle dans un temps très court et qui du coup n'a pas le temps de faire face, évidemment, vous avez des petits malins qui se faufilent. Alors soit des petits malins et c'est de petite échelle, soit des mafieux qui s'engouffrent. En plus, il y a des aides importantes qui sont liées à tous ces sujets, donc évidemment. Mais ça, c'est des travaux qu'on mène en parallèle avec la direction générale sur les fraudes. Et il y a des choses qui sont mises en place. Il faut qu'on travaille là encore main dans la main avec la filière pour bien identifier les bonnes mesures qui permettent de lutter contre la fraude et d'être réactif parce que la fraude, c'est extrêmement adaptable. Justement, la filière attendait certaines mesures contre la fraude et lorsqu'on parcourt ce projet d'arrêté, on ne voit absolument rien. Vous ne les voyez pas. Tout à fait. Donc ça a été un peu une déception, bien que tout ce qu'il y a dans cet arrêté est louable. Hein, il était nécessaire de renforcer les compétences et les certifications de ces acteurs, mais au rythme où aujourd'hui va la fraude et surtout cet arrêté va augmenter aussi significativement le coût des formations et de certification. Oui. On peut bien se douter que c'est aussi un peu ce qui occasionne la fraude, si vous voulez. Lorsque le diagnostiqueur se retrouve à payer autant de formations et de certifications, celui qui est en difficulté va être un peu tenté quelque part à essayer de frauder. Et on a fait quelques études et on a remarqué que c'était un des principaux sujets de fraude, c'était ces augmentations liées à ces coûts de formation et de certification. Oui, et en même temps, on a besoin d'avoir une formation et des qualifications qui soient robustes. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, en plus de cette montée en compétences, directement d'ajouter des moyens de lutte contre la fraude ? En fait, pour vous rassurer, c'est chaque arrêté, et depuis le temps que je travaille sur ces sujets, chaque arrêté est une étape avant la suivante. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on en est là qu'après-demain on n'aura pas intégré les éléments qui vous font souci aujourd'hui. On est en train de permanence d'ajuster et d'ajouter des enjeux. Donc moi, je prends le point et je vous propose qu'on continue d'y travailler. Votre réponse est pour le moins rassurante parce qu'on avait l'impression que c'était un peu figé, si vous voulez. Comme il y a eu
de nombreux travaux sur cette montée en compétences. J'ai envie de vous dire, prenez l'exemple des C2E. Ils sont en permanence en train de regarder comment ils peuvent travailler, recouper les éléments pour lutter contre la fraude. C'est un travail continu. Et du coup, encore une fois, la fraude s'adapte, les règles s'adaptent pour lutter contre la fraude et la fraude s'adapte pour s'adapter aux nouvelles règles qu'on a mises en place. Donc c'est un jeu permanent de trouver les bonnes pratiques pour que ça marche bien. Il faut des visions très partenariales entre les filières qui voient les dérives de la fraude rapidement et un écosystème, j'ai envie de dire, gouvernemental et d'administration publique qui va venir Exactement. soutenir Justement, et travailler vraiment concernant main dans la main. les moyens de lutte contre la fraude, c'est justement le moment de notre séquence Face à un pro, parce que c'est une question qui est posée par un professionnel sur cette thématique. On va traiter du décret du 13 juin 2023, à savoir est-ce que le décret est suffisant pour lutter contre la fraude aux faux chantiers et à l'antidatage. Aujourd'hui, pour s'assurer de la véracité des chantiers de rénovation, le décret du 13 juin impose désormais au bureau de contrôle COFRAC de réaliser des photos horodatées, géolocalisées et surtout non modifiables. Alors, il est heureux de voir qu'il existe déjà des applications du type Certif qui ont intégré la blockchain dans leurs outils de contrôle des chantiers C2E. Certes, le décret va dans le bon sens, mais il reste cependant des trous dans la raquette et au moins 2. Ma première question concerne les faux chantiers. Pour lutter contre ces faux chantiers, pourquoi avoir juste imposé la blockchain, les contrôles blockchainés, juste au bureau de contrôle et non pas à l'ensemble de la filière, à savoir aux études énergétiques DPE, aux élites énergétiques, aux installateurs, au suivi des travaux, etc. Donc pourquoi ne pas concerner toute la filière? Première question. Et la deuxième question concerne l'antidatage. Pour limiter l'antidatage, pourquoi ne pas avoir exigé que les devis qui servent de base à la prise en charge des travaux, que ces devis ne soient pas blockchainés avec une date précise? Merci. Donc ça fait beaucoup de questions. On va scinder ça en 2 sujets. Donc premier sujet, pourquoi ne pas étendre ce moyen de lutte contre la fraude qui, sur le papier, a l'air très efficace à l'ensemble de la chaîne travaux-rénovation. La logique de la photo redatée, etc. Oui, à fait. c'est un bon outil parce que ça permet d'avoir une sorte de traçabilité finalement des interventions sur chantier. Ça met en lien d'ailleurs avec le carnet numérique des bâtiments. À un moment donné, en 2018 et même avant, on parlait de ce carnet numérique des bâtiments qui devait être une forme de dossier attaché au bâti, qui ne partirait pas avec le propriétaire ou le locataire, mais qui resterait attaché au bâtiment pour qu'on sache tout ce qui est passé dans le bâtiment. C'est vrai que des outils comme ça pourrait venir se verser au dossier du bâtiment et permettre du coup à avoir un suivi des différentes interventions. Ce serait particulièrement intéressant Parce que pour parmi les avoir un suivi remontées, d'intervention pour reprendre le sujet du DPE, parmi les remontées d'informations qu'il y a eu des associations de consommateurs, c'était notamment les copier-coller de DPE, des personnes malhonnêtes qui ne se déplaçaient pas pour faire des DPE ou alors qui les faisaient par téléphone. Donc le moyen de géolocalisation et d'horodatage permettrait en fait d'obliger le diagnostiqueur à se déplacer, avec le temps passé sur place, à voir si le temps est conforme à la mission. C'est-à-dire s'il reste 5 minutes pour faire un DPE, bon là il y a un gros problème, par exemple. Et le fait de blockchainer les rapports permettrait de ne plus les modifier. C'est-à-dire que par exemple, si malheureusement le DPE est sorti F ou G, ce n'est pas le coup de fil de l'agence immobilière ou du particulier qui va dire bon, je vous donne tant, vous pouvez me le remettre. Une fois que c'est blockchainé, on n'y touche plus. Donc ça aurait énormément d'avantages d'extrapoler en fait cette mesure qui est, je le rappelle, sortie dans l'arrêté de juin 2023 je vois bien. à ces thématiques de l'audit énergétique et du DPE. Moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Tout ce qui va dans le sens de pouvoir avoir une meilleure suivi qualité des travaux, c'est une bonne idée. Et ça, c'est un outil qui est simple, qu'on peut facilement s'approprier. Moi, je vois tout à fait l'intérêt de l'intégrer. Pour moi, c'est même lié au RGE dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, moi, je ne comprends pas que dans le RGE, on n'ait pas des outils un peu standards comme le devis qui serait certifié, un devis compatible avec RGE, parce qu'on sait qu'on a par exemple des problématiques de mention qui ne sont pas toujours faites par les artisans et qui vont leur poser des problèmes après pour leur dossier par exemple de C2E ou de MaPrimeRénov'. Ça, c'est dommage parce que si on avait un devis standard sur ce sujet, ces problématiques-là n'auraient pas lieu. De la même façon, l'étape de réception de chantier, faire la réception de chantier avec son client, avoir des outils éventuellement de prise de photos sur chantier de ce qui s'est passé à ce moment-là et regarder ensemble avec un protocole précis ce qu'on est censé faire, ça pourrait tout à fait adapter au DPE. On pourrait avoir une sorte de
de logiciels accompagnants, parce que le particulier, il ne sait pas à quoi s'attendre quand il fait un DPE. Tout à fait. Donc, avoir une sorte d'application pour le particulier en disant « Bonjour, vous allez réaliser un DPE ». Ce DPE doit se dérouler de la façon suivante. Votre professionnel va effectuer ça comme étape. Et à la fin des fins, vous devez vérifier avec lui ça. Il pourrait éventuellement adapter en rajoutant une photo au dossier à la fin du truc. Ben ça pourrait être un outil contractuel. Ouais, moi, je trouve qu'on a des choses dont on peut s'inspirer. Quand vous avez un accident de voiture, quand vous faites un constat à l'amiable, vous avez un document qui guide les deux parties et qui a une valeur finalement contractuelle à ce moment-là. Aujourd'hui, on se prive de ce type de dispositif pour faciliter, renforcer la confiance entre le particulier et le professionnel qui Exactement, intervient. parce que dans ce projet d'arrêté dédié au renforcement des compétences des diagnostiqueurs immobiliers, on a l'impression que c'est bien que vous faites le parallèle avec l'automobiliste ou le conducteur, parce que je vais faire le même parallèle avec le permis de conduire. On a l'impression en fait d'avoir augmenté considérablement le nombre d'heures de conduite, par exemple, mais l'absence totale de radar et de gendarmes sur l'autoroute. Ouais. C'est un peu Je vois. voilà. Et si Donc vous c'est voulez, pour ça qu'il faut bien les deux. Il faut Voilà, un permis de c'est ça. conduire exigeant et il faut en même temps des points de contrôle Voilà. à différents endroits pour qu'on s'assure et avec cette qu'effectivement les bonnes solution, pratiques, cette solution d'horodatage, de géolocalisation et de blockchain, ça pourrait effectivement voilà, être le gendarme et ces fameux radars. Passons au dernier sujet, le sujet des fédérations et associations. Il y a beaucoup de fédérations, d'associations qui se mobilisent dans l'intérêt général pour ce grand challenge de la transition énergétique. Mais si vous voulez, on a l'impression qu'elles s'organisent, se mobilisent de façon désunie. Et j'ai une question pour moi très importante. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de table ronde organisée pour inviter vraiment, rassembler vraiment toutes ces fédérations et associations qui s'engagent dans la transition énergétique? Alors, à votre disposition pour vous accueillir à l'Assemblée exactement sous ce format-là, c'est une très bonne idée et je pense que vous avez raison. En fait, c'est une spécificité française. Le secteur des bâtiments, ces filières-là sont aujourd'hui très morcelées, très fragmentées. Et de plus en plus, ce que vous êtes en train de souligner, c'est qu'elles s'organisent de manière plus collective pour aborder les sujets ensemble. Moi, je viens de sortir du Conseil national de la refondation sur le volet logement, où j'étais en charge d'un des groupes de travail. Et en fait, on s'est rendu compte exactement de ça, que cette filière morcelée, alors vous avez l'immobilier d'un côté, les professionnels du bâtiment de l'autre, les diagnostiqueurs, c'est encore autre chose. Et finalement, tout ce petit monde-là s'agrège pas forcément et pourtant a des intérêts communs et des intérêts à travailler ensemble. Aujourd'hui, avec tous les enjeux qui sont devant nous, l'objectif, c'est soit on réussit tous ensemble, soit on se plante tous ensemble. Donc on a vraiment intérêt à travailler en commun et puis merci à vous pour faire ces liens entre les gens et participer à ça. Merci à vous. Justement, l'émission Le Grand Débrief touche à sa fin. Merci de nous avoir accordé de votre temps précieux pour répondre à nos questions, mais aussi aux questions de professionnels. Notre prochain invité de notre prochain numéro sera la sénatrice Madame Dominique Estrosi-Sassone. Ah bah très bien. Voilà, très bien, justement, engagée comme vous. Oui, elle connaît très bien les sujets. Dans la transition énergétique. Est-ce que vous aurez une question peut-être à lui poser Qu'est-ce que vous avez en tête là à lui dire? Alors, en fait, j'ai hâte de connaître le résultat des travaux qu'ils ont menés sur leur commission d'enquête sur la rénovation énergétique des bâtiments, puisque nous, à l'Assemblée nationale, on mène aussi alors, c'est pas une commission d'enquête, c'est une mission d'information, mais sur exactement les mêmes sujets. Et j'ai très envie qu'on compare nos notes, donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle va vous raconter sur ce sujet. Je lui transmettrai la question dans notre prochain numéro. Merci beaucoup, Marjolaine Beignet-Milfer. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis pour notre première émission. Le grand débrief de la transition énergétique. On se revoit donc pour le prochain numéro avec notre prochaine invitée, une femme. Donc, encore une. Voilà, encore une, engagée dans la transition énergétique. À très bientôt pour notre prochain numéro.